Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo donc sur les espaces vectoriels et quelque chose de très important, c'est les sous-espaces vectoriels. Alors les sous-espaces vectoriels, c'est important parce que montrer qu'un espace est un sous-espace vectoriel, c'est beaucoup plus rapide que montrer que c'est un espace vectoriel. La définition d'espace vectoriel, on l'a déjà travaillé dans les vidéos précédentes, elle est très longue, il y a beaucoup de propriétés, et on ne s'en sort pas si vraiment à chaque fois on doit faire ça. Et là, vous allez voir que grâce au sous-espace vectoriel, on va pouvoir vraiment se simplifier la tâche. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc le cours sur les espaces vectoriels, et ici on va parler de sous-espaces vectoriels. Précédemment, on a défini donc ce qu'on appelle un espace vectoriel avec beaucoup de propriétés, et donc des démonstrations pas forcément difficiles mais très longues. Et on va apporter ici quelque chose d'important qui va nous simplifier la tâche vraiment de façon importante. Donc, on va parler de sous-espaces vectoriels. L'idée, donc, c'est de prendre un espace vectoriel de référence. Ça sera donc les polynômes, les n-uplets, les matrices, etc. Des espaces qu'on aura étudiés, que maintenant on sait qu'ils sont vectoriels pour les lois plus et multipliées qu'on adapte. Et donc ici, on prend une partie de E. Eh bien, si cette partie de E, si ce sous-ensemble de E est lui aussi un espace vectoriel, on dit que c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors ça, jusque-là, ça n'apporte pas énormément. Mais vous allez voir que montrer qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel, c'est plus simple et plus rapide que de montrer que c'est un espace vectoriel. Si on regarde la définition d'un espace vectoriel. Mais en montrant que vous êtes un sous-espace vectoriel, vous montrez aussi que vous êtes un espace vectoriel. D'accord ? Et donc, c'est ça l'idée. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour montrer qu'un sous-ensemble est un sous-espace vectoriel d'un plus grand ensemble ? La propriété. Donc, on prend E, muni de deux lois plus et multiplié, plus point, un espace, donc ici, K vectoriel, avec K un corps, qui peut être les réels, les complexes, les rationnels, etc. Et donc, on considère une partie de E, un sous-ensemble de E. Eh bien, cette partie de E, c'est un sous-espace vectoriel de E, si et seulement si, vous avez trois choses, trois conditions. On va montrer uniquement trois conditions. La première, donc le vecteur nul, appartient à notre sous-ensemble. Ensuite, quand on prend deux éléments de notre sous-ensemble, la somme est encore dans le sous-ensemble, ce qu'on appelle la stabilité par addition. Et ensuite, quand on prend un scalaire, donc un élément de notre corps, K, et n'importe quel élément de notre sous-ensemble F, eh bien le produit alpha X appartient lui aussi à F, ce qu'on appelle la stabilité par la loi externe. D'accord ? Et dans ce cas-là, eh bien vous avez F qui est un espace vectoriel pour les mêmes lois que notre ensemble E. Donc on résume ça très rapidement en disant qu'une partie de E, c'est un sous-espace vectoriel de E si F est non vide. Et on va voir ici qu'il suffit de trouver un élément pour réussir à montrer que le vecteur nul est dedans. Et ensuite, donc F est non vide et F est stable par plus et par point, donc la loi externe. Voilà, oui, ça c'est beaucoup plus rapide. Et on va expliquer un petit peu pourquoi on peut justement faire plus vite et éviter de vérifier toutes les propriétés d'un espace vectoriel. L'idée, c'est vraiment de rappeler qu'on est dans un espace vectoriel. Et donc, il y a des propriétés qui vont être vraies tout à l'intérieur de cet espace vectoriel. Et comme nous, on est sur une partie de cet ensemble, eh bien, les propriétés, mais certaines, vous allez voir, vont être valables. Exemple, l'associativité, par exemple, de l'addition. Si c'est vrai pour tout x, y et z appartenant à E, c'est vrai aussi pour tout x, y et z appartenant à F, puisque F est inclus dans E. Donc ça, eh bien, c'est directement apporté par le fait que E est un espace vectoriel. Pareil pour la commutativité. Ici, on sait que si c'est commutatif dans E, c'est commutatif dans F. Ensuite, toutes les propriétés de la loi externe, elles, comme elles sont vraies pour tout alpha, bêta, scalaire et pour tout x, y vecteur, eh bien, ces quatre-là vont directement être vérifiées. On n'a même pas besoin de les vérifier. Elles sont données en fait par la loi qui est sur l'ensemble plus grand E. Donc vous voyez qu'il ne reste pas tant de choses que ça à vérifier. Globalement, il en reste trois. Ici, la stabilité par addition. D'accord ? Le fait que la loi soit externe. Donc il va falloir montrer que quand vous multipliez ici, donc K croix F, ça reste dans F. Donc ça, c'est une chose à montrer. Il va falloir montrer
donc notre élément neutre, qu'on appelle le vecteur nul, et le symétrique. Donc vous voyez que déjà, ça fait beaucoup moins de choses. Ce qu'on peut essayer de voir rapidement, c'est si on peut basculer des propriétés de gauche aux propriétés de droite. Est-ce que ici, ce que j'ai surligné en vert implique les passages surlignés ici en bleu? Alors déjà, l'élément neutre, 0 de E appartient à F, évidemment, c'est l'élément neutre. Donc ça, c'est la première condition très importante. Ensuite, la stabilité par addition dans un espace vectoriel, c'est celle-là, il faut être stable quand on ajoute. Donc c'est bon, on en a déjà deux. Alors la loi externe, ben oui, parce que alpha x appartient à F, on a la qualité externe de la loi. Il nous manque plus que, ouais, ça va vite, il manque plus que le symétrique. Est-ce que là, en faisant ça, on est garanti que le symétrique soit dans notre sous-ensemble? C'est tout bête, il suffit de prendre ici alpha égale moins 1, et ça fait moins x appartient à F. Vous voyez? Donc on a assez rapidement la présence du symétrique en prenant alpha égale moins 1. Maintenant, dans l'autre sens, est-ce qu'on peut basculer de là à là pour bien qu'on ait équivalence? Eh bien l'élément neutre, ici, il est là, on le retrouve, il nous faut un élément neutre. Donc la première condition, c'est bon, la stabilité est amenée par là, c'est la même, d'accord? Donc ça c'est bon. Ensuite, alpha x appartient à F. Alors, eh bien, ici, si on a une loi externe, on sait que alpha x appartient à F, donc tout ça, vous voyez, c'est terminé. Donc on a vraiment comme ça, effectivement, possibilité de vérifier qu'une partie d'un ensemble est un espace vectoriel en montrant que c'est un sous-espace vectoriel. Et ça va nous gagner beaucoup de temps. Je vais vous montrer après vraiment des exemples, parce que c'est vraiment les exemples qui permettent comme ça de comprendre. Donc à retenir, une partie d'un espace vectoriel est un sous-espace vectoriel si cette partie est non vide et si elle est stable par plus et multiplié. Alors non vide, moi je vous ai dit, il faut que 0 soit dans F. Alors, effectivement, si vous avez le vecteur nu qui est dedans, elle est non vide. Mais vous pouvez aussi, et on peut parfois en trouver la définition avec ici non vide. À la place de 0 appartient à F, 0 appartient à F, tout simplement parce que, supposons, si F contient un élément, qu'on va appeler X, alors, avec toutes les propriétés d'après, eh bien, alors moins X, il appartient aussi à F, d'accord? En prenant alpha égale moins 1, et donc, la somme x plus moins x appartient aussi à f, et x plus moins x, ça fait 0, le vecteur nul de E. Donc notre élément neutre est bien dans l'ensemble. Donc vous voyez qu'on peut, donc à partir d'un élément, fabriquer ici donc l'élément neutre. Et si on a l'élément neutre, on a évidemment un élément. Et donc voilà, parfois vous trouverez ici à la place de la première ligne, f non vide, mais ça revient finalement au même. Donc rappelez-vous, non vide est stable par plus et multiplié. Et donc une chose sur laquelle on n'insistera jamais assez, c'est qu'un sous-espace vectoriel, eh bien, ça contient toujours le vecteur nul, obligatoirement. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête. On peut trouver aussi une autre façon de montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel, qui est très bien aussi, c'est la stabilité par combinaison linéaire. Alors, c'est simple ici, pour montrer qu'un sous-espace vectoriel, qu'une partie est un sous-espace vectoriel, eh bien on va montrer deux choses. Alors déjà que c'est une partie non vide, bon ça revient au même que de montrer, on a dit que 0,2 appartenant à F, mais par contre les deux autres conditions sont remplacées par une seule, qui est la suivante. Vous prenez 2 pour tout alpha et bêta appartenant à K, et pour tout x et y appartenant à F, toutes les combinaisons de x et de y, alpha x plus bêta y, appartiennent à notre sous-ensemble F. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la stabilité par combinaison linéaire. Alors on va montrer l'équivalence de ces deux façons de concevoir les choses. Essayons de passer de la première à celle que je viens de donner. Donc, ici, alors sur l'aspect non vide et l'élément, le vecteur nul, c'est bon. Maintenant, les combinaisons, est-ce qu'elles sont dans F? Donc ici, je sais que quel que soit alpha, donc appartenant à K, et quel que soit x appartenant à F, je sais
que alpha x appartient à f, d'accord? De même, hein, même chose avec forcément bêta y appartient à f. Et comme je peux avoir la stabilité par la somme, dans ce cas-là, eh bien alpha x plus bêta y appartient à f. Donc c'est facile d'aller de celle du haut à celle du bas, pas de problème. Maintenant, dans l'autre sens. Autrement dit, si j'ai la stabilité par combinaison linéaire, est-ce que j'ai ma stabilité par plus et ma stabilité par la loi externe? Eh bien oui, pourquoi? Mais il suffit de prendre des valeurs particulières. On prend alpha égale à 1, bêta égale à 1, et dans ce cas-là, eh bien ici, vous aurez x plus y qui appartient à f, et la stabilité par addition est déjà démontrée. Ensuite, la stabilité par la multiplication par la loi externe, mais il suffit de prendre alpha égale 1, bêta égale 0, et vous obtenez alpha x appartient à f. Donc vous voyez que les deux propriétés sont très vite équivalentes, ça se voit, enfin ça se démontre très très facilement. Donc vous aurez le choix, hein. Il y en a qui préfèrent faire les deux vérifications, ici stabilité par plus, stabilité par le produit, et d'autres qui font des combinaisons linéaires, vraiment, ça c'est affaire de goût. Regardons maintenant un exemple. L'ensemble des fonctions paires sur R. On va montrer que c'est un espace vectoriel. Et pour ça, eh bien, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel d'un ensemble vectoriel, d'un espace vectoriel plus grand, l'ensemble des fonctions réelles. Cet ensemble, on le note R ici, avec ici exposant R, c'est donc ensemble des fonctions de R dans R. Donc fonction que j'appellerai ici réelle. Voilà, effectivement, on sait que pour l'addition et la multiplication par un réel, c'est un espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel ici. Et ça va être important, vous connaissez bien les espaces de référence, les espaces vectoriels de référence. Parce que justement, c'est ça qui est important, c'est d'arriver à se placer dans un plus grand espace qui est un espace vectoriel. Donc, maintenant, eh bien, notre ensemble des fonctions paires, pour l'addition et la multiplication par réel, vous allez voir, c'est très simple de voir que c'est un sous-espace vectoriel. Tout d'abord, le vecteur nul, l'élément nul, eh bien, effectivement, la fonction f qui a x associe 0, est-ce que c'est une fonction paire sur R? Bien oui, parce que pour tout x appartenant à R, f de moins x est égal à 0, f de x est égal à 0, donc on a bien f de moins x est égal à f de x. C'est ça la caractérisation d'une fonction paire. Il faut que ça soit vrai pour tout x. Et donc effectivement, ça veut dire que la fonction nulle, d'accord, appartient à cet ensemble P, est une fonction paire. Donc on a déjà fait une condition. Notre ensemble finalement est non vide. Bon, ça on le savait, c'est important là, c'est d'avoir vraiment la fonction nulle. Deuxième chose, la stabilité par addition. Eh bien, on va prendre deux fonctions paires, donc soit f et g, deux fonctions paires sur R. Ça veut dire que pour tout x donc réel, f de moins x est égal à f de x, g de moins x est égal à g de x, et puis regardez si on ajoute, ça veut dire que f de moins x plus g de moins x est égal à f de x plus g de x. Et ça, eh bien si on l'écrit, ça veut dire que f plus g de moins x, c'est effectivement f plus g de x. Et ça, pour tout x réel, donc f plus g, eh bien, une fonction paire, donc soit f et g paire sur R, eh bien f plus g est paire. Et dernière chose, stabilité par la multiplication par un réel, donc stabilité par la loi externe. Donc, on prend alpha un réel, f une fonction paire sur R, eh bien vous pouvez remarquer, on sait que pour tout x, f de moins x égale à f de x, d'accord? Si je multiplie par alpha, j'aurai alpha f de moins x égale alpha f de x, et ça veut dire ici eh bien, que la fonction alpha f, effectivement, alpha f de moins x est bien égale à alpha f de x, et donc la fonction alpha f, elle est elle aussi donc paire, donc ça veut dire qu'ici on a la stabilité par plus et multiplié à la loi externe, et donc on a exactement nos trois ici
conditions qui sont remplies, ça veut dire que l'ensemble des fonctions paires sur R, eh bien, c'est un sous-espace vectoriel des fonctions réelles, et donc c'est un espace vectoriel. Vous voyez, on n'a pas montré toutes les petites propriétés sur la distributivité, etc. Et donc c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique et plus intuitif. Et c'est pour ça que les sous-espaces vectoriels, c'est très très important. Et ça va nous permettre vraiment de fluidifier tout ça. Alors, vous avez bien compris qu'on va travailler dans des grands espaces, et donc il faut rappeler rapidement quels sont les espaces dans lesquels on travaille en général, en début, d'après le bac, parce que vraiment, à force, vous allez les connaître presque par cœur. Donc, à connaître, alors le plus petit de tous, l'espace nul, dans lequel on travaille quasiment jamais, mais il faut savoir quand même, c'est le plus petit possible, puisque vous voyez qu'un sous-espace vectoriel contient forcément au moins ce vecteur-là. Ensuite, le corps lui-même, K, c'est-à-dire R, C, Q, ce sont eux-mêmes donc des espaces vectoriels. Donc si vous êtes à l'intérieur, donc si vous travaillez avec des rationnels, eh bien vous allez utiliser les propriétés donc justement de notre espace vectoriel. Ensuite, les n-uplets, d'accord, ça nous donne R2, R3, Rn, d'accord, avec n un entier. Pareil avec les complexes. Ensuite, les polynômes Rx, ou alors les polynômes de degré inférieur ou égal à n, qu'on appelle Rn de x. Voilà, tout ça, évidemment avec l'addition et la multiplication par un réel, tout ça, ça forme des espaces vectoriels dans lesquels on va pouvoir travailler vraiment souvent. Les matrices, ça, vraiment capital, matrices à coefficients réels ou complexes, de format NP. Pour l'addition des matrices et la multiplication par un réel, ce sont des espaces vectoriels. Et à l'intérieur, il y a des sous-espaces vectoriels très importants et très connus. Donc ça, je vous laisse découvrir ça plus tard. Ensuite, les fonctions de R dans R, qu'on peut noter F de R dans R, ou R avec R en exposant. Les suites, R avec en exposant N, d'accord. Les fonctions donc, de N dans R, c'est l'ensemble des suites réelles. Donc, qu'on munit de l'addition et de la multiplication par un réel. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment les ensembles dans lesquels vous allez travailler la plupart du temps. Il y a aussi l'ensemble des fonctions continues, les fonctions dérivables, etc. etc. Prenons Q racine de 2, l'extension de corps, l'ensemble des éléments qui s'écrivent plus B racine de 2, A appartenant à Q, B appartenant à Q. Eh bien, je trouve que Q de racine de 2, ce sont tous des nombres réels, c'est à l'intérieur donc de R. Et je trouve que R, effectivement, c'est un R espace vectoriel, c'est aussi un Q espace vectoriel. Donc, ça va nous aider, parce qu'ici, on va montrer que Q de donc, racine de 2 plus et la multiplication, eh bien, c'est un espace vectoriel. Donc, on va montrer que c'est un Q espace vectoriel. Alors, pour ça, premier élément, on est déjà dans un espace vectoriel plus grand, un Q espace vectoriel. Mon élément neutre, je prends A et B nul, j'obtiens 0. 0 effectivement appartient à Q racine de 2. Donc j'ai ma première condition. Ensuite, stabilité par addition. Je prends deux éléments. Je fais la somme. Je regroupe, ça fait A plus C plus B plus D racine de 2. La somme de deux rationnels, c'est un rationnel. Et donc ici, j'ai stabilité par somme. La somme de deux éléments est encore dans notre ensemble Q de racine de 2. Et la stabilité par multiplication ici, mais on prend un nombre, donc on prend alpha appartenant à Q, et je fais alpha multiplié par A plus B racine de 2. Vous voyez que j'obtiens alpha fois A, plus alpha fois B, et donc, eh bien, alpha A, c'est effectivement un produit de deux rationnels, c'est donc un rationnel, alpha B aussi. Et donc, eh bien, ce nombre appartient aussi à Q de racine de 2. Donc j'ai stabilité par la somme, stabilité par la multiplication, par un scalaire, et donc j'ai mes trois conditions. C'est donc un sous-espace, donc vectoriel de R. Ça veut dire que Q de racine de 2 plus multiplié est un Q espace vectoriel. Un autre exemple pour terminer, exemple vraiment, on va travailler ça dans des exercices juste après. On a montré que ceci est un sous-espace vectoriel de R2. C'est donc les couples de réels. Ici, c'est ceux qui vérifient 3x plus 4y égale 0. Eh bien, montrer que ça, c'est un sous-espace vectoriel de R2, eh bien, c'est assez rapide parce que F, déjà, est une partie de R2. Et effectivement, R2, eh bien,
un R espace vectoriel, un REV. D'accord? Et nous, on va montrer que c'est un sous-espace vectoriel, donc un SEV. Parfois, on fait comme ça des abréviations. Alors, les trois conditions, souvent on fait les trois conditions. Vous voyez que je n'utilise pas forcément la stabilité par combinaison linéaire, ça c'est affaire d'habitude. Hein. Ici donc, si je prends x et y égaux à 0, eh bien j'obtiens 3 fois 0 plus 4 fois 0 égale à 0. Donc effectivement, le couple 0, 0 appartient à f, et donc mon élément neutre, je l'ai, il est dedans. Le vecteur nul est bien dans mon sous-ensemble. Ensuite, stabilité par addition. Donc, on prend x, y, tel que 3x plus 4y égale à 0. Ensuite, on va prendre x', y', tel que 3x' plus 4y' égale 0. On ajoute les deux lignes. On obtient 3 fois, on peut même factoriser 3 fois x plus x' plus 4 fois y plus y' égale à 0. Et bien ça veut dire que le couple donc xx', y plus y', il appartient à f. Alors évidemment, c'est l'addition classique des couplets. On ajoute la première coordonnée et après on ajoute les deuxièmes coordonnées. Voilà. Donc stabilité par addition. Maintenant il reste la stabilité par multiplication par un scalaire. Donc j'ai 3x plus 4y égale 0. Je prends un nombre alpha appartenant donc à R. Je multiplie cette ligne par alpha. J'obtiens 3 alpha x plus 4 alpha y égale 0. Donc, on voit bien que le couple alpha x, alpha y, il vérifie bien la condition d'appartenance à f, donc il appartient à f. Et donc on a stabilité aussi. Et vous voyez que c'est très rapide. On a 3 petites conditions qui, la plupart du temps, dans les premiers exemples qu'on fera, seront simples à vérifier. C'est pour s'habituer. Et donc, ça sera à vous, à chaque fois, de vous appliquer à faire les unes après les autres les conditions. Donc, pour résumer, comment montrer qu'une partie est un sous-espace vectoriel? Donc, premièrement, on regarde déjà l'élément neutre, le vecteur nul, donc 0. Alors, deux cas, si 0 appartient à f, on continue. Si 0 n'appartient pas à f, alors f n'est pas un SEV. D'accord? Et on s'arrête là. Ensuite, si 0 appartient à f, d'accord? On regarde la stabilité par addition. Si on l'a, on continue. Stabilité par plus. Et ensuite, stabilité par multiplication par un scalaire. Si vous avez les trois, f est un SEV. Si vous n'avez pas l'une des trois, ça veut dire que s'il n'y a pas de stabilité, alors comment montre-t-on qu'il n'y a pas de stabilité? Ça veut dire qu'il existe x et y appartenant à f, tel que x plus y n'appartient pas à f. Si vous trouvez ça, f n'est pas non plus n'est pas un SEV. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir l'élément neutre qui est dedans, et puis après vous avez trouvé un couple qui ne satisfait pas la stabilité par addition, vous n'aurez pas un SEV. Et c'est pareil, si vous trouvez un couple, il existe x et alpha, avec donc x appartenant à f et alpha appartenant à donc notre ensemble K. Si vous trouvez ce couple avec alpha x qui n'appartient pas à f, alors f n'est pas non plus un SEV. Donc vous voyez, vous pouvez avoir trois cas qui vous empêchent finalement d'être un SEV. C'est l'une des trois. Souvent, pas si simple que ça non plus de trouver des fois des couples qui ne marchent pas, mais vous allez voir que dans les premiers exemples qu'on fera, c'est assez simple. Voilà, puis intuitivement, vous allez vous habituer et on arrive un petit peu à voir où sont les pièges. Donc on va s'arrêter là. Évidemment, la suite, ça sera de faire pas mal d'exemples. Maintenant, on a assez de matière pour faire des exemples, pour maintenant aller regarder si des espaces sont ou ne sont pas des sous-espaces vectoriels. Et donc ça va permettre comme ça de bien, encore une fois, apprivoiser toutes les propriétés et les définitions de ce cours. Donc j'espère que ça vous a plu. À très bientôt pour la suite. Et pour les curieux, voici l'exercice que je vous proposerai pour débuter doucement sur ces notions de sous-espace vectoriel. Donc on va travailler dans R2 et je vous propose 4 ensembles, lesquels sont
ou ne sont pas des espaces vectoriels. Voilà. À très très bientôt.